de retour dans l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet avec nous. Notre invité Aboubakry Ba est président du Sénaf, ainsi que nos éditorialistes Daoud Attal et Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. L'actualité du continent, c'est bien évidemment ce sommet de l'Union africaine dont les travaux ont débuté ce 10 juillet. Il est évident que la volonté des chefs d'État de mettre en place une Cour africaine de justice et des droits de l'homme sera au cœur des débats. Un vaste projet qui pose de nombreuses problématiques. C'est le dossier du jour. Il nous a été préparé par Jean-Paul Ouedraogo. À l'égard des jugements rendus par la Cour pénale internationale, CPI, et qui ont généré de nombreuses critiques remettant en question la partialité et l'indépendance de l'organe, l'Union africaine avait à maintes reprises exprimé ses inquiétudes qui plus tard se sont transformées en réticence puis en opposition. En 2012 est décidé alors de la création d'une cour pénale au niveau continental. Ce projet s'est concrétisé avec l'adoption lors de la 23e session ordinaire du sommet de l'Union africaine le 27 juin 2014 à Malabo en Guinée équatoriale, du protocole portant amendement du statut de la Cour africaine de justice, des droits de l'homme et des peuples. Ce protocole vise à instituer une chambre criminelle à la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Si l'on est unanime qu'un pas de plus a été franchi vers la création d'une Cour africaine de justice et des droits de l'homme, le débat reste cependant ouvert sur les enjeux et problématiques soulevés par ce projet, d'autant plus que le statut juridique de la Chambre par rapport à la Cour pénale internationale demeure confus. Pour quel système juridique optera la Cour africaine afin de rendre ses jugements? Les États membres vont-ils parvenir à soutenir financièrement le fonctionnement de ce tribunal? En 2009, l'Union africaine avait pour sa part manifesté son désir de créer une Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Un projet dont l'annonce était intervenue dans un contexte de friction entre l'Union, le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale. L'on se rappelle à cet effet que des poursuites avaient été fondamentalement et essentiellement engagées contre des Africains dont un certain nombre de dirigeants en exercice. Le droit pour les États africains de disposer d'une Cour pénale internationale à vocation régionale est aujourd'hui incontestable, selon des spécialistes. Le statut de la Cour pénale internationale ne pose aucune restriction aux États ni aux organisations internationales de ce point de vue sur leur droit de disposer d'une juridiction pénale internationale dans leur champ de juridiction. Donc de ce point de vue, au niveau juridique, les États africains et l'Union africaine sont fondés à vouloir avoir un projet de construction d'une Cour pénale africaine au niveau régional. L'un des avantages que le continent puisse tirer de la création de cette cour, c'est qu'elle permettra d'éviter que les grands dossiers ne soient traités ailleurs que par les Africains eux-mêmes. L'idée d'une cour de compétence continentale va donc contribuer à l'émergence d'un véritable système pénal au niveau africain pour peu qu'il y ait une réelle volonté politique. On quitte la Cour pénale internationale, non pas que la Cour pénale internationale ait fait, pour ma part, une sorte d'acharnement sur les pays africains, mais qu'on nous dise si oui ou non, ces faits étaient avérés. Et si oui, c'était avéré, il n'y a pas de raison de dire que c'est en Afrique seulement qu'on vient, on ne va pas ailleurs. Non. C'est l'Afrique qui est la plus concernée par ces dossiers de crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, ainsi de suite, hormis l'ex-Yougoslavie. Ce sont les dirigeants africains qui ont le plus été transférés à ce niveau-là. Et vous vous rappelez que les dirigeants africains, au plus haut niveau des chefs d'État, ont été sensibles à la manière dont les Africains sont traités au niveau de la Cour internationale de justice. Ils estiment qu'il y a des aspects qui ne préservent pas la dignité des Africains. Pourtant, la création de cette cour ne manque pas de susciter des préoccupations. Parmi elles, le système juridique pour lequel devra opter la Cour. L'Afrique étant composée de 53 États, les craintes sont aussi fondées sur le fait que la différence des pratiques judiciaires ou des systèmes de droit pourrait entacher les jugements rendus. On sait déjà qu'au niveau de la Cour pénale internationale, on a réussi cette synthèse, cet équilibre entre les exigences du système de common law et les exigences du système de civil law. Donc l'Union africaine peut simplement s'inspirer de l'expérience acquise par la Cour pénale internationale d'après les instruments et les modalités de poursuite pour élaborer et mettre en place son arsenal. L'autre tracas que soulève le projet d'érection de cette cour,
c'est notamment la sélection des juges. D'après les dispositions du protocole de Malabo, les États partis seront appelés à proposer des juges conformément à la pratique diplomatique, comme cela se fait habituellement. Pour le moment, je suis dubitatif, mais si par extraordinaire, l'UA arrive à réaliser cela, bon, on va applaudir. Mais encore une fois, l'UA a montré ses limites depuis pratiquement 63 jusqu'à aujourd'hui, sur des questions essentielles. Donc, moi, pour les projets de l'UA, je ne suis pas enthousiaste jusqu'à ce que je voie. At the same time, le président kenyan Uhuru Kenyatta était l'un des premiers chefs d'État à signer le protocole de Malabo instituant la nouvelle Cour africaine de justice. Récemment, il a déclaré que la Cour africaine de justice était là pour durer et a annoncé que son pays allait contribuer pour $1 million afin de rendre la Cour africaine de justice opérationnelle. Cela dit, le projet n'échappe pas déjà à la critique, qu'il a d'ailleurs qualifié d'une institution impartiale et aux ordres, si tant est que les mécanismes de son financement sont sujets à des doutes. On voit déjà que pour le fonctionnement de l'Union africaine, les États ne payent pas leurs cotisations. On est obligé de taper à la porte des bailleurs de fonds pour faire tourner l'Union africaine. Et on crée encore une structure qu'il faut financer. On va faire de grands discours, de beaux discours, mais à l'arrivée, les juges risquent fort de ne pas avoir les moyens pour travailler sérieusement. Depuis sa création en 1998, la Cour pénale internationale a déjà condamné une trentaine de personnes pour des crimes survenus dans 8 pays d'Afrique, notamment en République démocratique du Congo, en Centrafrique, en Ouganda, au Soudan, au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire et au Mali. Et pour la création d'une Cour de justice africaine, c'est environ une dizaine de pays qui ont déjà ratifié le protocole de Malabo. Si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur, tous les aspects s'opposant pour son fonctionnement sont déjà codifiés. Toutefois, d'aucuns estiment qu'il existe des risques du moment où la Cour pourrait elle aussi connaître les mêmes sorts que les autres institutions africaines auxquelles on reproche d'être bien conçues dans les textes, mais moins opérationnelles dans l'atteinte de leurs objectifs. Peut-être très rapidement rappeler les instruments pour garantir les droits humains dont s'est dotée l'Union africaine. Il y a la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y en a beaucoup des instruments juridiques. Monsieur Ba, comme je viens de les citer, en quoi cette nouvelle Cour va vraiment changer quelque chose? Alors, peut-être que je ne vais pas répondre directement à votre question. Je vais d'abord commencer à me réjouir que cette Cour-là ait lieu, parce que en tant que militant des droits de l'homme, j'ai travaillé longtemps sur ces questions-là. Je m'étais réjoui et j'avais travaillé pour que la compétence universelle puisse être reconnue par tous les États africains, et parce qu'on ne pouvait pas continuer à laisser l'impunité continuer à sévir, et que quand on est accusé de crimes de génocide, etc., il fallait rendre compte à un certain moment. Qu'on rende compte dans une justice extérieure désincarnée, comme disent certains, ou qu'on rende compte sur place, il fallait qu'on rende compte. Ça, c'est le premier principe. Maintenant, la Cour de justice africaine, même si elle est bienvenue, pose des préoccupations qui sont légitimes. La première, à mon avis, c'est la lenteur avec laquelle les États africains, la lenteur qu'ils mettent pour ratifier le protocole additionnel, qui est justement une préoccupation qu'ils brandissaient. Ils disaient souvent qu'on n'a pas envie d'être jugé à l'extérieur, on veut notre cour à nous. Maintenant que la cour est là, depuis Malabo, on est à 11 pays qui ont ratifié. Ça pose des problèmes de volonté politique à vouloir rendre effective cette cour. Il y a d'autres problèmes sur lesquels peut-être on va revenir, qui sont liés au financement, qui sont liés au mode d'élection des juges, sur lesquels peut-être que je pourrais revenir. Mais dans un premier temps, moi je me réjouis en tant que militant des droits de l'homme pour ce mécanisme qui tendrait à lutter contre l'impunité en Afrique. Daouda, moi, il y a quelque chose qui me dérange, parce que ce vaste projet, c'était début 2015, c'était pour contrer la CPI, c'est l'Union africaine qui a plaidé pour cette cour, avec devant, bien évidemment, Uhuru Kenyatta. Ça a été d'ailleurs l'un des premiers chefs d'État à signer le protocole de Malabo. Et les chefs d'État ont, dans la foulée, voté l'immunité devant cette cour de justice aux dirigeants et aux hauts représentants de l'État. Cette immunité, c'est quand même assez surprenant pour une cour qui se veut défendre le droit des peuples.
Bon, alors oui, moi, l'immunité des présidents en fonction, je la comprends sous un certain angle. C'est-à-dire que je pense que la Haute Cour de justice, par exemple, dans certains pays, peut juger les faits de haute trahison. Maintenant, pour les faits de crimes contre l'humanité, là, je vous rejoins totalement. C'est-à-dire que... Les chefs d'État et les hauts représentants, donc j'imagine les hauts fonctionnaires, les ministres, ça veut dire... Après, la question, c'est quelle peut être l'utilité de cette Cour ? Oui, c'est clair. C'est-à-dire que pour des faits graves, donc on crie par-ci, par-là, la Cour pénale internationale n'est pas indépendante, l'essentiel des affaires qui sont jugées là concernent des Africains, etc. On a eu les chambres africaines extraordinaires à Dakar, aujourd'hui la Cour de justice de l'Union africaine. Bien entendu, si c'est pour protéger des présidents qui ont commis des faits relatifs aux crimes qu'on peut qualifier de crimes contre l'humanité, par exemple, ou de crimes de guerre, je trouve ça complètement pas normal. Ce serait peut-être pour cacher une certaine impunité en décriant la CPI au profit d'une cour dont on sait, a priori, selon cette immunité, ne peut pas donner une réponse efficace aux problèmes que rencontre le continent africain aujourd'hui. Maintenant, je pense aussi que c'est une avancée, là-dessus je rejoins M. Baal sur ce point-là. Je suis quand même tenté de dire aussi que quand on regarde dans le protocole de Malabo les modes de saisine de la Cour, on se rend bien compte que c'est les États partis principalement qui ont le pouvoir de saisir la Cour et même parfois, on peut imaginer, moi je pensais aux organisations de la société civile, par exemple, les ONG. Et pour être une ONG qui puisse saisir la Cour ou porter une affaire, il faut quand même être accrédité auprès de l'Union africaine. Ça pose quand même un énorme problème. Comme on sait, on est en Afrique, voilà, il y a des données culturelles qu'il faut prendre en compte. Pour moi, le droit, c'est d'abord une science politique et le droit, c'est d'abord un outil pour gouverner convenablement une société. Étant donné que je suppose les relations qu'il y a au sein entre les présidents africains, entre les hauts fonctionnaires, etc. Ils se retrouvent dans des espaces sous-régionaux, des espaces régionaux. Il y a l'Union africaine, il y a la coopération bilatérale. Je crains que les uns puissent ne veuillent pas froisser les autres vis-à-vis d'un certain nombre d'atteintes. On le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui avec certaines crises. Voilà. Et donc, je pense que le verrou qu'on aurait pu faire sauter à ce niveau-là dans les modes de saisine, c'est d'élargir ces modes de saisine aux organisations de la société civile, aux ONG. M. Ba nous dit qu'il en fait partie, par exemple. N'importe quelle organisation des droits de l'homme peut observer un fait et le porter devant cette cour. On n'en est pas là. Et pour moi, tant qu'on n'élargit pas ce mode de saisine, ce ne sera pas efficace comme on l'attend. Jean-Marie, peut-être rappeler qu'on a déjà une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui est entrée en vigueur en janvier 2004 et qui n'a été véritablement opérationnelle qu'en 2009. Est-ce que cette Cour est déjà à la hauteur ? Une cour, on peut juger, si vous voulez, un miroir résultat. Aujourd'hui, si on fait un bilan là-dessus, quels sont les résultats qu'on peut poser sur la table par rapport à cette cour-là qui existe aujourd'hui. Mais le problème, c'est-à-dire, M. Ba a dit tout à l'heure qu'on reviendra plus tard sur le financement. Le problème de nos institutions, c'est-à-dire, c'est d'abord de poser quel est le champ d'application, quels sont les objectifs, quelles sont les compétences. Déjà, au départ, pouvoir limiter les compétences, si vous voulez, d'une cour, ça me semble être quelque chose qui va à l'encontre du droit, c'est-à-dire le droit des populations africaines en tant que telles. Pourquoi réserver à un État l'exclusivité de pouvoir, comment dirais-je, ester, si vous voulez, devant cette cour-là, alors que normalement, ça devrait être une cour qui est largement ouverte à tout groupe, à tout mouvement des citoyens qui constatent. Parce qu'il ne faut pas oublier que ici, là, en Occident, on a la CPI, mais l'Afrique a rajouté quoi? Les droits de l'homme en tant que tels. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les chefs d'État, au moment où ils se réunissaient, j'ose penser, ils se sont eux-mêmes rendus compte que les droits des populations africaines sont bafoués quelque part. Mais pourquoi limiter les compétences, si vous voulez, de cette cour-là qui est en train de se mettre en place uniquement au bénéfice des États et au détriment des populations africaines? Ça ne me semble pas être une démarche logique et une démarche, comment dirais-je, de justice, une démarche d'équité en tant que telle.
Quand nous créons une cour de justice, nous savons très bien l'état de nos démocraties en Afrique. Là où ça ne va pas, il faudrait donner, c'est-à-dire un champ d'application et les modes de saisine beaucoup plus larges de cette cour-là, comparé à ce qui existe à l'heure actuelle. Monsieur Bas, vous vouliez justement rebondir sur le mode de financement. Ça a déjà d'ailleurs été brillamment rappelé dans le sujet. Quand on voit que les pays membres de l'Union africaine ont du mal à payer leurs cotisations annuelles, on se demande quel peut être le mode de financement qui va être choisi pour cette cour. Oui, alors je présume que ça va être, comme dans toutes les organisations régionales africaines, un mode de financement qui impose à chaque État partie au protocole une quote-part. Mais le problème, c'est que vu le caractère exact de nos budgets nationaux, ça peut être difficile de pouvoir tenir, en plus de ce que nous avons déjà comme institution auxquelles nous participons, de pouvoir participer de manière substantielle au fonctionnement d'une cour qui, par contre, cette fois-ci, a des compétences extrêmement élargies. Si on mettait les conditions nécessaires pour que la Cour puisse connaître de tous les dossiers et de tous les domaines dans lesquels elle est compétente, je pense qu'on pourrait arriver à des résultats positifs. Là, il n'y a pas que le crime sur le génocide, mais il y a même les tripatouillages constitutionnels qui sont réprimés par la Cour. On peut attaquer son État sur beaucoup d'aspects, la gestion des déchets toxiques. Donc on a élargi très largement le champ d'application de la Cour. Mais une Cour, ce n'est pas seulement une institution, c'est des hommes, c'est aussi des actions à entreprendre. La première action, c'est celle de l'inculpation. Ça demande un travail énorme, ça demande des budgets extrêmement importants pour se renseigner sur la culpabilité, parce que quelqu'un qui est accusé de quelque chose, il est d'abord présumé innocent, jusqu'à ce que la preuve en soit faite. Et apporter la preuve sur ces questions-là est extrêmement difficile et cher. On a vu ce qu'a coûté le procès de Dakar, le procès de Hissène Habré. On a en Afrique les compétences nécessaires pour juger quelque crime que ce soit. Au niveau des juristes et des magistrats africains, on a des personnes extrêmement compétentes, extrêmement indépendantes aussi d'esprit. Mais les outils nécessaires à la réalisation de cette justice-là sont problématiques. Et c'est à ce niveau-là que moi j'ai des préoccupations par rapport à cette Cour. Est-ce qu'elle aura les moyens suffisants de mener l'action pour laquelle elle a été mise sur pied? Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On a tout de suite.